Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui va porter ce soir sur un sujet qui tient particulièrement à cœur Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi tous les gouvernements, à savoir les opportunités qu'on peut dégager dans les secteurs de la sous-traitance, tant dans les secteurs miniers, parce que la sous-traitance, nous le verrons, ne concerne pas que les secteurs miniers, mais dans d'autres secteurs, dans l'objectif de donner de l'emploi aux Congolais, de leur permettre d'avoir accès à des capitaux pour contribuer au développement de notre pays. Et donc ce soir, nous avons le privilège de recevoir à nouveau M. Miguel Cachal-Katem, qui est directeur général de l'Agence pour la régulation du secteur de la sous-traitance. C'est avec lui que nous allons faire le point notamment des décisions que vous avez suivies récemment, qui ont été annoncées par les différents médias, des décisions de fermeture, des décisions d'octroi des contrats à des entreprises congolaises. On fera plus ou moins le tour de la question pour nous permettre de nous situer sur les différents progrès ou les différentes évolutions que nous connaissons pour ces programmes qui, pour le gouvernement, est un programme crucial et un programme central. Bonsoir, Monsieur le Directeur Général. Bonsoir, bonsoir, Monsieur. Merci de vous associer à cet exercice de redevabilité parce que régulièrement, nous voyons par exemple à la télévision nationale, on annonce des décisions et ce soir, nous voulons faire le point de toutes ces initiatives que vous prenez, mais surtout, nous voulons entendre du concret, notamment sur les nombres d'entreprises congolaises, si vous avez des statistiques qui sont nées et qui ont accès progressivement à des marchés. Et ce qui est bien, c'est que vous travaillez à l'échelle du pays. Autant on entend parler de la province du Haut-Uélé, autant on entend parler du Congo central, autant on entend parler du Lualaba. Et nous voulons que ce soir, vous puissiez nous faire plus ou moins ces tableaux généraux. Et à la lumière des questions qui viendront des professionnels de médias, nous pourrons aller un peu plus en profondeur sur un certain sujet. Donc, merci de vous associer ce soir. Mais est-ce que vous pouvez commencer par nous faire plus ou moins l'état des lieux aujourd'hui de la sous-traitance, mais surtout de la capacité de votre management à donner des opportunités aux entreprises congolaises? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, chers journalistes. Comme venez de le dire Son Excellence, Monsieur le Ministre, je prends le micro. Il faut parler au micro, s'il vous plaît. Comme venez de dire Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes dans une politique de redevabilité, étant donné que vous savez que la sous-traitance tient à cœur les chefs de l'État, le gouvernement, afin de pouvoir développer la chaîne des valeurs. Et la sous-traitance ou la chaîne des valeurs a de l'impact direct dans nos populations tous les jours, avec pour conséquence la création massive d'emplois, vision chère au président de la République, qui a parlé et qui a promis les 6 millions, plus de 6 millions d'emplois, et je pense que nous sommes en train d'y aller progressivement, afin de pouvoir donner des statistiques à ce que nous sommes en train de faire. Comme je venais de le dire, nous sommes dans la politique de redevabilité. Récemment, je pense que vous avez suivi, nous avons publié les statistiques de 2023, 2024 et 2025. Ces statistiques sont disponibles sur notre site de l'ARSP et tout le monde peut aujourd'hui pouvoir accéder. Enfin, pourquoi nous avons publié ces statistiques? C'est pour démontrer d'où nous sommes venus et où nous sommes en train d'y aller. Vous allez vous rappeler que ce n'est pas la première fois que je suis passé devant ces plateaux. Et lorsque je suis passé pour faire l'état des lieux la première fois sur la vulgarisation et les contrôles de 2023, nous avons parlé que nous avons trouvé les statistiques sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y avait que 300 millions de dollars comme chiffre d'affaires de la sous-traitance. Certes, la loi sur la sous-traitance a été votée plutôt en 2017, mais l'évaluation faite en 2022, donc nous étions à 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, les statistiques que nous avons publiées, en 2023, nous sommes allés à plus de 2 milliards de dollars.
des chiffres d'affaires réalisés. Donc, de plus de 300 millions en 2022 et à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Donc, ceci démontre déjà l'impact de la vulgarisation que nous avons accélérée sur toute l'étendue du territoire national et aussi de mettre en place les parties prenantes. Donc, les sociétés principales, les corporations, entre autres la Fédération des entreprises du Congo, les autres corporations, donc toutes les parties prenantes, afin de leur dire qu'ils ne sont pas des adversaires, mais ils doivent travailler ensemble parce que la loi elle-même sur la sous-traitance parle d'un partenariat. Et quel est ce partenariat? C'est le partenariat entre les sous-traitants, entre eux-mêmes, donc 51 pour les Congolais, 49 pour les expatriés. Et le deuxième partenariat, c'est les contrats qui lient une société principale et une société sous-traitante. Et en 2024, nous sommes allés à plus de 2,4 milliards en 2024. Et en 2025, nous sommes allés à plus d'1,7 milliard. Pourquoi en 2025, les chiffres ont un peu baissé? Ce n'est pas un secret. Vous savez que l'année passée, en janvier, avec ce que nous avons connu comme guerre d'agression, intensifiée sur Goma et les Sud Kivu, ce qui fait qu'il y a eu quand même un peu d'impact négatif sur le fonctionnement de certains opérateurs économiques, et cela avait un tout petit peu impacté. Mais nous espérons, avec la volonté du chef de l'État, pour mettre fin définitivement à la guerre d'agression dans notre pays et la paix définitive, je pense que nous allons continuer de travailler pour le développement de notre pays et de notre population. Donc, alors, pour aussi très bien expliquer, sur les tableaux, vous allez voir, on a parlé des emplois déclarés à la demande des enregistrements. Donc, les emplois qui sont les emplois qui sont répertoriés, on parle de 26 278, ce sont des emplois déclarés par les sous-traitants lorsqu'ils viennent pour s'enregistrer. Mais c'est différent, parce que lorsqu'une entreprise vient s'enregistrer, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas encore d'activité. Et lorsque maintenant ils ont l'activité, là, les déclarations ne suivent pas. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés de l'ONEM. Je pense que vous avez suivi, nous avons signé un protocole d'accord avec l'ONEM. L'ONEM aura accès à notre base de données. Nous aurons accès dans la base de données de l'ONEM sur base des déclarations et nous allons vérifier à l'ONEM combien d'entreprises ont déclaré le nombre des emplois. Mais nous travaillerons ensemble avec les sociétés principales. Pourquoi nous allons associer les sociétés principales? Parce que nous voulons avoir les statistiques des nombres d'emplois fiables que nous allons publier incessamment. Parce qu'il faut savoir qu'un opérateur économique, lorsqu'il va déclarer les nombres des travailleurs à l'État, il réduit toujours un peu les nombres pour ne pas payer plus. Mais lorsque nous mettons aussi la collaboration des entreprises principales, c'est qu'il déclare aussi au niveau de l'entreprise principale, par peur de perdre son contrat ou son marché, il va déclarer les vrais nombres. Et là, nous avons besoin de faire les statistiques, d'avoir les vrais nombres, et nous allons publier les statistiques fiables sur l'emploi créé dans la sous-traitance, qui contribue aux plus de 6 millions d'emplois, promesse du président de la République. Donc, je pense que d'ici là, nous allons publier ces statistiques. Ça sera des statistiques très fiables, comme nous venons de publier les statistiques sur les marchés de la sous-traitance. Et ce sont des statistiques que vous pouvez vérifier, même auprès des entreprises principales, parce que ces montants ici, ce sont des marchés réalisés en République démocratique du Congo, payés en République démocratique du Congo et retraçables
dans l'assiette fiscale du pays. Je pense que c'était ça même l'objectif. Et le combat du chef de l'État, c'est créer de l'emploi en interne avec des Congolais et que l'argent puisse circuler dans notre pays et que la sous-traitance doit servir de l'économie circulaire autour de nos matières premières. Donc, je pense que c'est un peu ça, Excellence, Monsieur le Ministre. Très bien. En termes de tour d'horizon, maintenant, peut-être qu'avant de procéder à l'enregistrement des questions de journalistes, sur le Congo central, nous avons suivi des décisions que vous avez prises. Peut-être qu'il faut nous expliquer les motivations qui ont conduit à ces décisions qui ont touché à peu près 400 entreprises plus de 400, qui opéraient dans les secteurs de la sous-traitance pour nous permettre une meilleure compréhension. Merci beaucoup. En fait, ce que vous devez savoir, la sous-traitance, quand on parle de la sous-traitance, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne concerne pas que les mines. Il est vrai que les mines font partie du moteur de notre économie, mais la sous-traitance, c'est dans tous les secteurs de la vie économique de notre pays. Raison pour laquelle, lorsque nous avons annoncé le contrôle, nous l'avons bien dit que nous allons commencer au Congo central. Et du Congo central, nous sommes allés au Haut-Ouélé, et du Haut-Ouélé, nous sommes allés à Mbujimaï, au Kasaï oriental. Et du Kasaï oriental, nous allons maintenant aller au Lualaba. Donc, d'ici la semaine prochaine, nous lançons les contrôles au Lualaba. Sans oublier aussi Kinshasa, d'ailleurs parce qu'après le Congo central, il y a eu Kinshasa, le Haut-Ouélé et puis le Kasaï oriental. Pourquoi nous avons commencé au Congo central? Tout simplement parce que, premièrement, il n'y a jamais eu de contrôle au Congo central. Mais vous devez savoir que lorsqu'on parle des grandes industries au Congo, on ne peut pas exclure le Congo central, où tous les grands cimentiers sont là-bas, et même des grands ports de notre pays, c'est dans le Congo central. Et c'était important pour nous de pouvoir effectuer les contrôles là-bas, afin de permettre à cette population entrepreneuriale du Congo central d'être captée dans la chaîne de valeur de la sous-traitance. Et nous avons fait un contrôle, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, à MGT, le port de Matadi, nous avons radié, je crois, plus de 50 sociétés sous-traitantes qui étaient inéligibles. Et les 4 cimentiers réunis, nous avons radié 408 sous-traitants. Lorsque vous dites inéligible, qu'entendez-vous? Parce que vous parlez à un public qui n'est pas aussi informé que vous sur le sujet. Le contrôle porte sur quoi spécifiquement? Comme nous sommes dans les secteurs portuaires ou dans le secteur du ciment, est-ce que ce sont des entreprises qui ne sont pas connues légalement, ou est-ce qu'il y a des tâches ou des obligations dont ils ne se sont pas acquittés? Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques critères qui permettent de faire ces contrôles? Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Pourquoi nous parlons des sociétés inéligibles au lieu de dire les sociétés des Congolais? Parce que il n'y a pas que des sociétés des Congolais dans la sous-traitance. La loi parle des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Majoritairement. Quand on dit majoritairement, ça veut dire qu'il y a un actionnaire minoritaire. Donc, la loi parle de 51% pour les Congolais et 49% pour les expatriés. La loi n'exclut pas les expatriés. Ils sont aussi éligibles à la sous-traitance. Donc, c'est ces partenariats-là qui fait qu'on parle d'une société éligible. Éligible, ça veut dire, lorsqu'il y a ces partenariats, ça fait que l'entreprise soit éligible à la sous-traitance. Donc, une société sous-traitante, il peut y avoir des Congolais à 100%, mais les expatriés, comme ils ne sont pas exclus, donc ils sont aussi participants à la sous-traitance à 49%. Donc, s'il y a un Congolais à 51%, un expatrié à 49%, les deux font que la société soit une société éligible à la sous-traitance. C'est là qu'on parle de l'éligibilité
dans la sous-traitance. Alors, lorsque nous avons fait les contrôles au Congo central, le constat, je peux le dire, était très amer. Très amer parce que déjà, par les nombres de sous-traitants qui ont été radiés, ce sont des sous-traitants où il n'y a pas de Congolais. Ça veut dire que ça ne respecte pas les normes. Et la plupart des entreprises sont à l'extérieur du pays. Ici, la déclaration qui a été faite par rapport aux statistiques, ces statistiques, ce sont des emplois créés en RDC, c'est les taxes payées au Congo, c'est l'administration fiscale du pays qui se développe. Mais lorsque nous avons des entreprises qui sont basées à l'extérieur du pays, même le Congo perd déjà au niveau de l'administration fiscale, c'est l'emploi perdu, mais c'est l'argent fait au Congo. Je pense que nous avons décrié cela lorsque nous sommes arrivés à la tête de l'ARSP. Nous avons décrié cela et nous avions bien dit que nous allons combattre ces systèmes-là, les systèmes premièrement des prête-noms et ces systèmes d'être à l'extérieur du pays, faire l'argent avec le Congo, mais être à l'extérieur et faire profiter à un autre pays. Ceux qui veulent faire l'argent au Congo, qu'ils viennent créer des emplois au Congo, qu'ils viennent s'installer au Congo et qu'ils viennent développer l'économie congolaise. Je pense que ça a tout son sens. Donc, les entreprises que nous avons radiées, c'était des entreprises inéligibles. Nous avons ouvert une porte en disant que nous les avons donné 30 jours afin de pouvoir relancer les appels d'offres. Et nous avons ouvert aussi notre porte, que l'ARSP est ouverte, c'est lui qui a un recours, qu'il introduise son recours et qu'il vienne nous expliquer. Nous sommes là pour les échanges et pour voir comment faire avancer la sous-traitance dans notre pays. Permettez-moi de les lire et puis d'entrer dans les vifs du sujet. En début d'année, nous avons suivi par la voie des ondes la publication d'une décision interdisant aux sociétés minières de fournir, de distribuer et de commercialiser directement les acides, la chaux vive, le charbon et autres réactifs. Pouvez-vous nous donner les motivations d'une telle décision? Ça, c'est une deuxième question. En rapport toujours avec cette décision, pensez-vous que les sous-traitants, congolais surtout, éligibles, ont la capacité de prendre en charge et répondre aux besoins en approvisionnement des réactifs dont l'industrie minière congolaise a besoin? En cas de déficit, comment envisagez-vous de résoudre cette éventuelle faille? Vous avez posé la question sur la décision concernant l'interdiction aux sociétés minières de vendre les acides sulfuriques, la chaux vive, je pense que c'est ça? Oui, c'est ça. La chaux vive, les charbons et autres réactifs. Okay. Ouais. Okay. Premièrement, il faut d'abord savoir c'est quoi la sous-traitance. Par rapport à votre question, la sous-traitance, c'est une activité secondaire. C'est une chaîne de valeur. Et la loi sur la sous-traitance parle des sociétés sous-traitantes dans la chaîne des valeurs, pas les sociétés principales. Et cette interdiction, lorsque nous parlons de la chaux vive, nous parlons du charbon, nous parlons de l'acide sulfurique, ce sont des réactifs. Ce sont des réactifs. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est la qualité d'une société principale. Comment je peux dire, son job description. C'est quoi? Une société minière, son objet social, c'est la production, la découverture et la commercialisation des minerais. C'est ça l'objet social d'une société minière. Et
l'objet social d'une société sous-traitante, c'est intervenir dans la chaîne des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons donner une attestation de l'ARSP à une société minière pour commencer à exercer les activités secondaires? Si le législateur a initié la loi sur la sous-traitance, c'était pour faire en sorte que les entreprises principales n'effectuent plus les activités secondaires. Parce qu'une société principale qui se retrouve dans les activités secondaires, où est la place de la sous-traitance et où est la place des sous-traitants? Et nous, en tant que régulateurs, nous sommes là pourquoi? Pourquoi on a créé la RSP? C'est pour réguler, c'est pour protéger les sous-traitants. Si nous laissons les sociétés principales exercer les activités des sous-traitants, à quoi sert la loi sur la sous-traitance? Ça veut dire que les sous-traitants vont disparaître et la sous-traitance n'a plus raison d'exister, elle doit disparaître. Soyons pédagogiques. Moi, je suis une société minière alpha. Vous avez dit mon travail, c'est de faire la découverture, la production. Il y a l'objet social. Et la commercialisation. Bien défini. C'est ça l'objet social. C'est ça l'objet social. Mais toutes les autres activités qui rentrent, par exemple, parce que pour faire une découverture, j'ai besoin d'engins. Donc, si je dois racheter du carburant, je ne peux pas, ça relève de la sous-traitance. La sous-traitance, c'est une activité secondaire, je répète, c'est une activité secondaire qui concourt à la réalisation d'une activité principale. C'est ça la sous-traitance. Si nous laissons aujourd'hui les entreprises minières se livrer eux-mêmes la chaux vive, l'acide sulfurique, les charbons, mais ça ce sont des réactifs. Mais où est la place maintenant des sous-traitants? Ça veut dire que la sous-traitance va disparaître. Que chacun reste dans son objet social. Très bien. Il y avait des questions. Il y avait un deuxième volet de sa question. Toujours, peut-être que vous pouvez... Est-ce que les sous-traitants ont la capacité Oui, de prendre en charge et répondre aux besoins en approvisionnement des réactifs? Mais tout ce temps ici, comment fonctionnent les sociétés minières? Qui livre les charbons? Qui livre les acides sulfuriques? Qui livre la chaux vive? Ce sont les sous-traitants. Et d'ailleurs, pour votre question, je vais quand même bien vous compléter parce que j'aimerais vraiment vous éclairer et éclairer l'opinion. Notre décision, si vous suivez bien notre décision, nous n'avons pas interdit aux sociétés principales de commercialiser. Mais nous les avons dit de travailler avec les maisons de distribution. Parce que les maisons de distribution sont revêtues de la qualité des sous-traitants. Ça veut dire, Kamoa par exemple, veut vendre son acide sulfurique à Sicomine, par exemple. Il ne peut pas vendre directement parce qu'il n'a pas la qualité. Il n'est pas revêtu de la qualité d'un sous-traitant. Il n'a pas l'attestation de l'ARSP, de la sous-traitance qu'on peut lui donner pour qu'il soit éligible à la sous-traitance. Et on ne fera pas cela. Mais nous prenons un sous-traitant éligible, on lui dit, désormais, toi tu es là, tu feras le pont entre Kamoa et Sicomine. Parce que lui est revêtu de la qualité des sous-traitants. En même temps, Kamoa peut vendre son acide, mais en respectant la loi, dans la conformité. Entre autres, le sous-traitant qui est au milieu, qui est une maison de distribution, c'est un marché créé et c'est un emploi créé en RDC. L'impression générale était que l'ARSP est une entité de l'État qui ne gère que le côté minier et en termes de géographie du pays, l'ARSP avait juste jeté son dévolu sur la partie est du pays. Mais tout à l'heure, vous avez quand même expliqué que... La partie est ou sud-est? Est et sud-est. Voilà. Et vous venez de faire une petite démonstration sur la partie ouest avec le Congo central. Pouvons-nous savoir pourquoi ce revirement
Et pour ne pas tomber dans ce jugement que l'ARSP ne s'occupe que du secteur minier, pouvez-vous nous faire un top 5 des secteurs que vous avez eu à gérer et à bien gérer? Deuxième préoccupation, dans l'exercice 2024 et 2025, est-ce que l'ARSP a des données statistiques fiables sur l'accès au marché des différentes entreprises congolaises de sous-traitance? Merci. Il est certes vrai que les mines représentent vraiment l'économie, représentent une grande partie du moteur de notre économie. Mais cela n'a pas justifié pourquoi nous avons commencé par là. Mais nous avons commencé par là parce que c'est là où il y avait beaucoup plus du désordre. Du désordre parce que il y a beaucoup de sociétés principales dans ces domaines qui pensaient que c'était un terrain conquis. Conquis parce que la loi sur la sous-traitance a été votée en 2017. Nous sommes arrivés par la volonté du président de la République, chef de l'État, qui a redynamisé la RSP en octobre 2022. Je pourrais dire soit de 2017 à 2022, plus de 4 ans. Et nous vous avons donné les statistiques de ces 4 ans, plus de 300 millions de dollars pour un pays qui, à l'époque, produisait plus de 2 800 000 tonnes l'an, mais avec une sous-traitance de plus de 300 millions de dollars. Nous avions décrié ça à l'époque, que c'était un contraste. C'était un contraste et c'était inacceptable. C'est sur cette question que nous devons saluer le courage du président de la République, que c'est un fils de ce pays. Nous venons de vous donner les statistiques. Il est vrai que nous vous avions dit que la sous-traitance générait et génère 8 milliards de dollars l'an. Mais les statistiques qu'on vous donne, ça montre quand même des avancées. D'une volonté politique au sommet de l'État afin de pouvoir changer les choses. Les statistiques qu'on vient de vous donner, de 2000, je profite déjà pour répondre même à votre deuxième question. En 2023, nous sommes à plus de 2 milliards de dollars. Nous venons de 300 millions à plus de 2 milliards de dollars en 2023. Et 2024, nous sommes à plus de 2 milliards 400 millions de dollars. En 2025, je viens de l'expliquer ici pourquoi nous sommes un tout petit peu retombés à plus d'1,7 milliard. Ça montre les avancées. Ces statistiques sont vérifiables. Entrez dans notre site, vous allez voir les statistiques province par province et secteur par secteur. Ça n'a pas existé dans ces pays. C'est, je le répète encore, que nous avons un fils de ces pays, non seulement qu'il défend les pays sur le plan sécuritaire, mais sur le plan économique, nous sommes en train de voir des avancées et des progrès. Il est certes que ça n'a pas été facile, et ce n'est toujours pas facile, d'un groupe de gens habitués à un certain système qui existait depuis longtemps et venir changer ça d'un coup. Nous y allons aussi méthodiquement en tenant compte aussi du climat des affaires. Comme vous le savez, le président de la République a créé toute une cellule du climat des affaires. Donc nous y allons d'une manière méthodique. Pourquoi nous y allons d'une manière méthodique? Parce qu'il y a déjà des textes légaux qui sont là et nous devons rester que dans les textes légaux. Parce que si nous voulons aller en dehors des textes légaux,
je pense que l'ARSP va taper à côté. Et cela n'arrivera jamais parce que nous veillons à ça. Vous allez vous rappeler que dans les années 1970, il y a eu des réformes similaires. Mais par manque d'encadrement, vous savez ce qui a suivi après. Donc, nous sommes en train d'y aller méthodiquement. Il y a beaucoup de réformes que le chef de l'État a mises en place. Il y a des structures sœurs qui nous accompagnent aussi. Il n'y a pas que l'ARSP. Et ensemble, cet écosystème entrepreneurial fait en sorte que nous sommes en train d'y aller méthodiquement. Et c'est grâce à ça que nous sommes en train de pouvoir publier ces statistiques qui montrent une progression vers une indépendance économique congolaise voulue par le président de la République. Il faut éviter d'entretenir une quelconque forme de confusion parce que je trouve quelque peu dangereux votre parallélisme. Lorsqu'on parle des Afghans, on veut parler de l'État islamique tout de suite, ça peut avoir vocation à faire peur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que les personnes qui sont arrivées, donc les ressortissants de pays tiers qui sont arrivés, ont des titres de séjour qui sont réguliers. Et d'ailleurs, à travers les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement dans ces processus, il y a déjà des contacts avec leurs pays respectifs et peut-être que dans les prochains jours, dès que ces contacts auront abouti, on pourra vous informer que certains, on a pu trouver un compromis pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine parce que comme nous le disons dès le départ, c'est un séjour temporaire. Bon, sur la question des Afghans, évidemment, j'ai été appelé plusieurs fois par des médias internationaux qui sont intéressés. Je crois que le principe que nous avons adopté en termes de transparence, s'il y a des éléments qui vont dans ce sens, nous serons en mesure de venir les confirmer pour que les uns et les autres puissent être informés. Ici, je tiens à rappeler qu'il faut éviter de s'aimer la peur dans notre opinion. C'est une opération qui est encadrée dans le temps et les dispositions sont prises pour que toutes les personnes qui arrivent ici, nous avons l'occasion à travers le service du ministère de l'Intérieur de faire ce qu'on appelle vetting et pour nous assurer qu'ils ne posent pas des problèmes de sécurité dans cet environnement. Et d'ailleurs, certains nous l'ont reproché, entre guillemets, de voir que certains accordent même des interviews. Si nous étions dans un contexte où nous voulons étouffer leur liberté, je ne suis pas sûr que ces interviews auraient été accordées. Donc il faut nous faire confiance à ces sujets-là. Nous aurons l'occasion de revenir avec des éléments lorsque nous en aurons, évidemment, en fonction de l'évolution de nos discussions. Alors, je fais un parallélisme avec ce qu'a posé comme question Madame Rehema, parce qu'évidemment, ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, bien au-delà de la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été censuré comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce qu'on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Il y a des principes, des droits qui doivent être connus de tous. Autant nous tenons à la Constitution dans ce qu'elle prévoit en termes de promotion des respects des libertés, autant cette Constitution prévoit aussi que les droits des uns et des autres qui sont lésés puissent obtenir justice. Je dois vous rappeler peut-être qu'on refera une communication spécifiquement à ces sujets avec le ministre de la Justice autour de la circulaire qu'il avait publiée pour que les uns et les autres sachent que dorénavant, il ne faut pas considérer les réseaux sociaux comme un espace de libertinage où vous pouvez aller dans les attaques, dans les insultes, dans la diffusion des messages de haine, des messages contre toutes les personnalités, publiques ou pas publiques. Ce que nous vivons sur nos réseaux sociaux, c'est un dérapage.
Et donc, lorsque nous faisons ces rappels, ce n'est pas que nous voulons mettre l'épée sur chacun de nos compatriotes, on ne sera jamais derrière tout le monde, mais pour que les uns et les autres fassent un usage responsable des réseaux sociaux et qu'on sache situer la limite entre la décence, entre la courtoisie, entre la critique et les insultes. C'est une invitation qui est faite à tous. J'espère que les journalistes pourront aussi, chacun à leur niveau, y contribuer. Il y va de la nécessité, de la salubrité de notre démocratie, si je peux emprunter cette expression. Jamais vous ne nous avez entendu d'aucune manière aller dans des propos, y compris dans les conflits avec les Rwandais, aller dans des propos qui sortent du cadre de la courtoisie, du cadre du respect élémentaire. Il faut que les uns et les autres s'en tiennent. Alors, pour revenir à la question de M. Passion, c'est bien d'être à Kinshasa, vous venez d'Uvira. Je comprends l'essence de vos préoccupations. D'abord, il faut savoir que dans cette guerre, nous avons 5 fronts, y compris le front judiciaire, qui est rattaché au front économique. Donc, bien au-delà de tout ce qui se passe au front sécuritaire, nous avons des services qui veillent que toutes les entreprises qui collaborent avec ceux qui nous agressent, évidemment, il y aura des sanctions qui suivront sur tous les plans, y compris au plan judiciaire. Peut-être que je vais avoir de plus amples détails au niveau de mes collègues du ministère de la Justice, parce que nous répertorierons les cas et nous y donnons de réponses. Sur la question des initiatives parlementaires au niveau provincial contre le gouverneur Pouroussi, il y a un rappel qui doit être fait. Nous étions il n'y a pas longtemps au Bandundu pour la conférence de gouverneurs où les présidents des assemblées provinciales ont été associés. Et le premier message du président de la République, c'est de nous assurer que nos assemblées provinciales puissent être stables. Parce que la préoccupation principale que nous avons, qui dépasse toutes les autres préoccupations, c'est le retour de la paix, mais c'est surtout les développements pour des provinces qui ne sont pas directement touchées. Et pour une province comme la province du Sud Kivu, qui connaît la situation de guerre que nous connaissons, il y a un besoin de stabilité. Ceci ne veut pas dire qu'on ne doit pas exercer un contrôle parlementaire, pour autant que cela renforce l'efficacité. C'était une recommandation qui a été faite par les présidents de la République. J'étais dans la salle et tout le monde était d'accord. Maintenant, s'il y a des problèmes spécifiques, cela peut être géré d'une autre manière qui ne vienne pas perturber ou compliquer davantage une situation qui est déjà compliquée, parce que nous savons que les pères et les fils n'ont pas déchanté autour d'Uvira et qu'il y a besoin pour nous d'avoir une vigilance, y compris au niveau du fonctionnement de la province. Je pense avoir ramassé toutes les questions qui m'ont été destinées. Et Madame Gino, vous êtes revenue sur l'aboutissement du processus de Doha. Encore une fois, c'est un processus qui est complexe. Je rappelle que nous avons commencé les discussions pour le retour de la paix depuis le mois de juillet 2022. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois de mai 2026. Nous avons beaucoup évolué au plan diplomatique, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif que nous recherchons, celui de la paix. Nous espérons y arriver dans les meilleurs des délais. Nous travaillons pour, et si vous avez vu le gouvernement américain prendre des sanctions contre l'armée rwandaise et des officiers au niveau du Rwanda, c'est parce que dans son rôle de médiation, il constate qu'il y a des attitudes qui ne concourent pas à la concrétisation des objectifs que nous nous sommes fixés librement devant le président américain. Je crois que dans ces cadres, il y aura la réunion que nous avons annoncée demain pour permettre la finalisation de l'opérationnalisation du mécanisme des cessez-le-feu et la poursuite des discussions sur des protocoles, notamment humanitaires, judiciaires, mais sur les autres protocoles listés dans les cadres du framework, ou disons, de ce qui avait été convenu à Doha en termes des protocoles. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas pour le président de la République et pour tout le gouvernement. Nous allons nous assurer que nous avons fait notre part pour que la paix revienne très rapidement et pour que nos populations puissent retrouver leur espace habituel où ils font leurs activités. Voilà un peu ramasser les questions qui nous ont été posées. Monsieur le directeur général, vous avez 1 minute pour la conclusion de cet entretien. Évidemment, on a voulu faire une plongée sur la question de la sous-traitance qui, aujourd'hui, vous nous avez montré des signaux positifs de comment on évolue, même si la situation de l'Est a impacté dans les chiffres d'affaires globales générés par l'activité. Mais il est évident
il est évident qu'il y a plus d'entreprises congolaises qui sont on board, comme on dirait en anglais. Il y a plus d'emplois qui sont générés. Il y a plus de collaborations qui sont faites notamment avec l'ONEM ou avec le ministre de la formation professionnelle. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir une autre fois, mais pour ce soir, qu'est-ce que vous nous dites en guise de conclusion? Merci beaucoup. Je vais aller un peu très vite. Il y a, sur la question du transport, la décision qui a été prise en matière du transport, je pense qu'il y a déjà un arrêté du vice-premier ministre du transport qui existe déjà. Mais le constat est que depuis que cet arrêté a été signé, ça fait une année, il n'y a pas eu d'exécution. Et nous avons activé afin de pouvoir pousser les entreprises à pouvoir exécuter cette décision et nous avons donné un moratoire. Et moi, je salue cette décision parce qu'aujourd'hui, le Congo produit plus de 3,2 millions de tonnes l'an, dont les statistiques de 2025, c'est 3,2 à 3,4 millions de tonnes. Aller à Kasumbalesa aujourd'hui, c'est la plus grande porte de sortie pour nos minéraux. Allez voir un peu le trafic qui est là-bas. Vous allez voir qu'il y a les trafics, les embouteillages qui font même 75 km. Et nous espérons que ça sera un programme qui sera répercuté sur d'autres banques afin de pouvoir aider nos entrepreneurs à avoir un accès au financement et de répondre aux questions des contrats qu'ils sont en train d'avoir dans les sociétés principales. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Nous aurons l'occasion de refaire le point avec vous, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, merci. Ou chaque fois que cela sera de besoin, parce que Merci. c'est un programme sur lequel le Président de la République est particulièrement investi. Vous parliez de la Première ministre tout à l'heure, mais nous tous, parce que dans les cas des efforts en cours pour répondre justement aux besoins de l'emploi pour nos jeunes. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir pris part à cet exercice de redevabilité et nous prendrons rendez-vous en cours de semaine où nous reviendrons encore sur un sujet important et vous serez conviés. Merci et donc bonne soirée chez vous. Merci. Ça va.